Merci d'être sur la télévision Labari pour suivre ce journal, mais d'abord les titres. Le service d'aide médicale d'urgence SAMU a organisé ce matin des simulations objectif à améliorer ses prestations de service. Rencontre d'échange ce matin à la maison de la presse entre les acteurs de la société civile, la presse et les politiciens. Objectif à échanger en faveur de la liberté de presse. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition, en cette journée du jeudi. Je le disais dans les titres, les acteurs des médias, les hommes politiques et les acteurs de la société civile nigérienne se sont rencontrés ce matin à la maison de la presse. L'objectif de cette rencontre est d'échanger en faveur de la liberté de la presse. L'initiative vient de l'association nigérienne des éditeurs de la presse indépendante ANEPI. C'est le médiateur de la République, Amadou Chefou, qui a présidé cette rencontre. Le résumé avec Asmana China et Nasser Seydou. Amener les acteurs de la presse, de la classe politique et de la société civile à s'engager beaucoup plus en faveur de la liberté de la presse, tel est le principal objectif poursuivi à travers cette rencontre initiée par l'ANEPI, Association nigérienne des éditeurs de la presse indépendante. Le Niger a arrêté une chute en 2012, et pas aussi spectaculaire que le monde de 2011, de la 29e à la 48e place, mais elle a été très mal ressentie, aussi bien dans le monde médiatique qu'au niveau des autorités administratives et politiques. Pour situer leurs responsabilités, les uns et les autres se sont mis à s'accuser mutuellement. Les hommes des médias reprochant aux autorités, notamment les autorités politiques et les autorités judiciaires, des violations de l'ordonnance portant de pénalisation des délits de presse. Et les autorités, de leur côté, soutenues sur leur position par Reporters sans frontières, accusent les journalistes d'excès, supposant que l'ordonnance leur donne droit à tous les avis possibles. Une rencontre si importante qu'elle se tient à l'approche des élections générales de notre pays, dira le représentant du ministère de la Communication. Les périodes électorales dans nos États, comme vous le savez, requièrent en général un climat apaisé en vue de permettre à la presse notamment d'accomplir convenablement sa mission. Certes, l'ordonnance portant dépénalisation des délits par voie de presse a été adoptée, mais certaines voix lui attribuent des imperfections. Au demeurant, un toilettage de l'ensemble des textes régissant le secteur des médias serait sans doute nécessaire afin de mieux les adapter au contexte sociopolitique actuel. Dans le même ordre d'idées, la tenue d'une rencontre d'échange, cette fois entre les acteurs de la presse, ceux de la justice et ceux des forces de défense et de sécurité FDS, s'avère également indispensable. En ouvrant les travaux de cette rencontre, le médiateur de la République a félicité l'ANEPI pour cette initiative combien importante et invité les participants à des débats constructifs. Je souhaite que chacun de vous se sente libre pour exprimer ses avis dans un esprit de franchise et de franche courtoisie. J'apprécie hautement et j'adhère entièrement à l'initiative de l'Association nigérienne des éditeurs de la presse indépendante, ANEPI, que je félicite pour son dynamisme. À l'issue des échanges qui vont suivre dans quelques instants, mesdames et messieurs, mon souhait ardent est que les meilleurs mécanismes et instruments de régulation soient trouvés pour prévenir les abus et renforcer la fonction du journaliste. Il vous revient alors de faire des propositions concrètes et objectives pour permettre d'amender les textes régissant actuellement l'exercice du métier de la presse. Il est attendu de cette rencontre d'importantes recommandations permettant de renforcer la liberté de la presse, véritable pilier de la démocratie.
Nous vous donnons à présent lecture de la dépêche de l'agence France Presse en date du 20 mai sur l'arrestation de l'acteur de la société civile Moussa Tchangari. Le journaliste et responsable d'ONG Moussa Tchangari, très critique sur la situation humanitaire dans le sud-est du Niger, où l'armée nigérienne au combat Boko Haram a été arrêtée lundi pour collaboration avec les islamistes, a affirmé mercredi le ministre de l'Intérieur. Depuis un certain temps, ce monsieur collabore avec Boko Haram et il mène une propagande active pour propager des forces nouvelles en lien avec Boko Haram, a expliqué le ministre de l'Intérieur Hassoumi Massaoudou, interrogé par l'AFP. Toute sa propagande vise à montrer que ce sont les forces de défense et de sécurité nigériennes qui sont les criminels et non Boko Haram, a assuré M. Hassoumi Massaoudou, pour qui les autorités nigériennes ne peuvent tolérer cette collaboration aussi active avec des terroristes et une propagation systématique des forces nouvelles. Arrêté le lundi dernier, Moussa Tchangari est poursuivi pour association des malfaiteurs en relation avec l'entreprise terroriste Boko Haram, a indiqué toujours le ministre de l'Intérieur, un proche du président de la République, Issifou Mahamadou. L'arrestation de Moussa Tchangari, qui dirige ONG Alternative Espace Citoyen, intervient après des propos critiques de son organisation sur la situation humanitaire dans le sud-est du Niger, où l'armée nigérienne combat Boko Haram. Début mai, Alternative Espace Citoyen a produit un rapport jugé accablant contre les autorités nigériennes qui ont fait évacuer quelques 25 000 résidents des îles du lac Tchad par crainte de nouvelles attaques de Boko Haram après un assaut meurtrier des islamistes nigériens fin avril. Aucune disposition n'a été mise en place pour l'accueil des milliers d'hommes, femmes et enfants et vieillards arrivés exténués, affamés, assoiffés après avoir marché plus de 50 km à pied, avait dénoncé Tchangari lors d'une conférence de presse. La lutte contre Boko Haram ne doit pas servir de prétexte pour violer la liberté d'expression, a regretté donc Amnesty. Et puis cette réaction du collectif des avocats du secrétaire général de l'association Alternative Espace Citoyen, la défense de Moussa Tchangari, a animé cet après-midi un point de presse qui nous résume ici Abdourazak Idrissa et Khalidou Bourema. Il y avait dans l'opinion publique nationale et internationale beaucoup d'interrogations sur les raisons de la garde à vue depuis lundi dans les locaux de la brigade antiterroriste de Niamey du secrétaire général de Alternative Espace Citoyen Moussa Tchangari. Beaucoup d'interrogations jusqu'à ce que le patron des flics nigériens annonce à l'agence France Presse, relayée par les médias publics nationaux, que l'acteur de la société civile est en fait en collaboration avec la secte islamiste Boko Haram. Accusation assez grave et curieuse à ce stade de l'enquête, selon la défense de Moussa Tchangari. Pour les avocats du secrétaire général de Alternative Espace Citoyen, cette annonce péremptoire de Massaoudou Hassoumi constitue un chapelet de violation. Il y a d'abord violation du secret de l'enquête préliminaire. Le ministre de l'Intérieur, il n'est pas censé être dans le secret de l'enquête préliminaire, même si la police relève de son département ministériel. Il s'agit d'une procédure, du début d'une procédure judiciaire. Deuxièmement, il y a violation du principe sacro-saint de la présomption d'innocence. Parce que de la manière dont les faits sont affirmés, c'est comme si il est vrai que Moussa Tchangari est poursuivi pour association de malfaiteurs ou pour des faits en relation avec une entreprise criminelle. Il reste innocent. La qualification n'existe même pas. Et c'est ce qui, en toute modestie, m'amène à penser peut-être que ces affirmations incontrôlées masquent mal le désir ardent du ministre de l'Intérieur qui voudrait que Moussa Tchangari soit poursuivi pour des faits de cette nature. Les avocats de Moussa Tchangari s'étonnent que le ministre puisse porter de telles accusations, puisqu'au stade actuel de l'enquête, même leur client ne peut voir son dossier, a fortiori eux qui le défendent. Contrairement au ministre de l'Intérieur, je ne violerai pas le secret de l'enquête préliminaire
pour vous dire ce qu'il y a dans le dossier, mais je vous dirai quand même, pour m'être entretenu amplement avec Moussa Tchangari, qu'au moment où je vous parle, il n'est poursuivi pour rien du tout. Il n'y a aucune qualification retenue contre Moussa Tchangari. Et j'ai amplement discuté avec lui et je suis à mesure de vous dire que le long de son interrogatoire, aucune question en lien avec une quelconque activité terroriste n'a été évoquée, a fortiori avec Boko Haram. Le collectif d'avocats qui défend Moussa Tchangari a rapporté que le moral de l'acteur de la société civile est haut, un moral de militant et d'activiste de la société civile. Autre réaction toujours par rapport à l'arrestation de Moussa Tchangari, c'est celle de la Fondation Frantz Fanon qui donne son président d'honneur et l'écrivain émérite Aimé Césaire. Notre confrère Moussa Tchangari poursuit ce communiqué. Le secrétaire général d'Alternative Espace Citoyen et membre de la Fondation Frantz Fanon a été arrêté lundi dans l'après-midi par la cellule antiterroriste des forces de défense et de sécurité alors qu'il accompagnait deux autres personnes. Il apportait de nourriture aux 6 chefs du village, donc des villages de Difa retenus dans les locaux de la cellule antiterroriste. Ces responsables locaux ont été interpellés vendredi dernier poursuit ce communiqué pour refus de collaboration avec les FDS dans leur lutte contre Boko Haram. Aucune explication n'est fournie sur les raisons de son arrestation, mais notre confrère Moussa Tchangari poursuit ce communiqué, s'est exprimé à plusieurs reprises sur les conditions de mise en œuvre de l'état d'urgence dans la région de Difa et les conséquences pour les populations de la localité expulsées sans ménagement et abandonnés à leur sort. Sa dernière intervention a eu lieu peu avant son interpellation sur les ondes de RFI, poursuit le communiqué. Moussa Tchangari avait réitéré sa condamnation des excès et des dérives dans l'application de l'état d'urgence à Difa. Il a notamment dénoncé les conditions de détention des 6 chefs traditionnels arbitrairement retenus dans le locaux de la cellule antiterroriste. Cette arrestation, indique ce communiqué, est inacceptable à tout égard. La lutte contre le terrorisme n'a aucun sens et est vouée à l'échec si elle se fonde sur de tels expédients, sur l'embastillement des militants pacifiques et d'acteurs de la société civile. La Fondation Frantz Fanon tient pour responsable les autorités de Niamey quant à l'état de santé de Moussa Tchangari. Cette fondation suit avec une attention particulière cette affaire qui touche l'un de ses membres et n'hésitera pas à faire appel à toutes ses ressources pour qu'il soit mis un terme immédiat à cet arbitraire. La fondation Frantz Fanon se joint à tous les amis de Moussa Tchangari, à toutes les associations et les réseaux militants à travers le monde pour exiger sa libération immédiate et inconditionnelle. Autre réaction toujours par rapport à l'arrestation de Moussa Tchangari, c'est cette réaction de Amnesty International. La lutte contre Boko Haram ne doit pas servir de prétexte pour violer la liberté d'expression. Note ce communiqué d'Amnesty International. Le Niger doit immédiatement libérer un défenseur de droits humains arrêté à la suite de ses prises de position sur l'inculpation des 6 chefs de village pour, je cite, refus de collaborer avec les autorités dans le cadre de la lutte contre Boko Haram, a déclaré Amnesty International ce jour. La lutte contre Boko Haram et les exigences de sécurité nationale ne doivent pas constituer un prétexte pour mener des arrestations qui ne sont pas fondées sur une base légale, solide et sur le respect des droits humains. Les arrestations arbitraires et la détention sans inculpation ne doivent pas être l'arme qui réduit au silence ceux qui exercent pacifiquement leur droit à la liberté d'expression, note Amnesty International dans son communiqué.
Le droit à la liberté d'expression est un droit individuel fondamental et le fait de le prononcer sur les accusations contre ces 6 chefs de village ne doit pas conduire à une arrestation d'un individu. Les autorités nigériennes doivent immédiatement libérer Moussa Tchangari. C'est note le communiqué d'Amnesty International. Selon des informations recueillies par cette association, Moussa Tchangari n'a pas encore été inculpé mais est actuellement détenu dans le locaux de la brigade antiterroriste. L'organisation alternative Espace Citoyen a reproché aux autorités nigériennes d'avoir pris des mesures préjudiciables aux populations en violation des dispositions du pacte international des droits civils et politiques. Amnesty International appelle les autorités du Niger à protéger les populations civiles déplacées des îles du lac Tchad et à prendre toutes les dispositions nécessaires pour leur accueil et leur réinstallation dans des conditions dignes et sans aucune violation des droits humains fondamentaux, conclut le communiqué d'Amnesty International. Encore une agression de journalistes par les forces de l'ordre, bien que n'étant pas dans l'exercice de son métier, notre consoeur du journal gouvernemental Le Sahel, Samira Sambou, a été prise à partie ce matin par les éléments de la garde présidentielle positionnés pour le passage du cortège présidentiel. Samira, qui a été violentée, ne compte pas laisser tomber cette affaire. Témoignage. Ce matin, vers 7h30, avant le passage du président, avant même que les sentinelles ne soient mises sur le bord des routes et avant même que la route soit fermée. Donc il y avait des voitures qui passaient et tout ça. Je suis arrivé devant Amandine, à côté du magasin qui s'appelle Uno. J'ai garé ma voiture là pour traverser la route, aller à Amandine acheter du pain. Donc quand j'arrive au niveau de Amandine, il y a un garde qui vient sur moi, il commence à me hurler dessus que je ne peux pas garer ma voiture là-bas. Je lui ai dit, écoute, tu n'as pas besoin de me crier, juste dis-moi d'enlever ma voiture, je vais l'enlever, tu n'as pas besoin de me traumatiser comme ça. Je reviens, je retraverse le goudron, je prends ma voiture, je la ramène à l'ONEP et quand je suis montée, je leur ai dit, bon, écoutez, le repas, on ne va pas le manger maintenant parce que il y a un garde qui m'a traumatisé, peut-être parce que c'est un jeune, il m'a crié dessus, il m'a dit que je ne peux pas garer. Donc, là, ils m'ont dit, écoute, s'il n'y a pas de sentinelles qui sont sur le bord de la route et si la route n'est pas bloquée, tu laisses ta voiture et tu reviens à pied. Quand tu reviens à pied, tu peux aller acheter des baguettes. Je retourne à pied et je le vois de loin encore qui est en train de se bagarrer avec des cuisiniers de Amandine et d'autres personnes. Moi, je rentre, comme si de rien n'était, je rentre, je prends mes 2 baguettes de pain. Je ressors. Quand je suis ressortie, là, je dépasse Amandine, j'arrive devant le score et j'attends qu'on me dise « Kemeiburu, Kemeiburu ». Donc, je ne réagis pas parce que j'ai compris que c'est lui. Son attention est finie avec l'autre bagarre. Là, il revient sur moi. Donc, je ne réagis pas. Et j'entends dans mon dos qu'on me frappe, paf. On me refrappe encore, paf. Je me retourne, je regarde, c'est lui. Il a une corde blanche avec un bout de métal comme ça. Et il est en train de me tabasser dessus avec la corde. Donc, c'est un gars qui vaut à peu près 2 mètres, qui a une kalachnikov sur lui, qui a un gilet pare-balles, et qui me frappe derrière mon dos. Même si j'ai commis un crime, je pense qu'il est assez fort et il avait les armes pour me maîtriser. Il n'avait pas besoin de me tabasser dans le dos en plus avec une corde en métal. Il fallait les civils et les policiers pour venir lui dire, les policiers, ses collègues, pour lui dire mais quel est ce type de comportement qu'il a. Et de surcroît, si lui-même tout seul il ne peut pas me maîtriser, il y a des tanks qui étaient garés là, il y avait d'autres policiers. Il pouvait leur demander de venir lui prêter renfort pour qu'ils puissent m'amener à la gendarmerie si j'ai commis un crime. Je dis bien si j'ai commis un crime. Et c'est pas ça qu'il fait, il décide plutôt de me tabasser. Et après ça, il se met de l'autre côté du goudron pendant que moi je suis en train d'appeler les collègues de RTT pour leur dire de venir constater ce qui se passe. Il se met de l'autre côté du goudron et il est en train de tourner sa corde pour me défier encore. Est-ce qu'on est des moutons qu'il faut nous traiter comme ça? Je ne suis pas un mouton. Entre êtres humains, quand on commet un délit, il y a des dispositions qui sont prises. Il faut qu'on respecte quand même certains droits humains. Ou si les droits ne sont pas respectés, il faut qu'on nous dise qu'avant que le président passe, que personne ne sorte pour qu'on arrête de nous maltraiter comme ça. Donc, et voilà, il y a des échymoses qu'il m'a fait sur le dos. Donc, mon dos est tout rouge. Il m'a coupé, il y a des échymoses jusqu'à 5 cm. Je suis partie faire le constat au niveau de, comment on appelle ça, au niveau de la clinique Pasteur.
avec des zigs. J'ai déjà porté plainte depuis le matin au niveau du procureur de la République. Parce qu'on est parti à la gendarmerie chez leur hiérarchie. Et de surcroît, écoutez bien, ce qui est encore plus grave, son hiérarchie, parce que quand il s'est rendu compte qu'il a fait une gaffe, il est parti voir son collègue qui est dans la tente, qui est à côté du monument de la mairie, et il lui explique ce qui s'est passé. Et quand son collègue, il vient, sans même me demander ce qui s'est passé, il me dit... Ma soeur, tu as raison. Mais s'il te plaît, il faut te patienter, c'est un jeune. C'est à des jeunes qu'on donne des armes, c'est-à-dire demain, parce qu'il est jeune, il n'a qu'à venir me fusiller. Et si lui et moi, on s'était retrouvés peut-être juste dans un coin de rue, s'il n'y avait pas les civils qui étaient venus, il allait me tuer comme ça, pour rien. Donc il faut vraiment qu'on nous dise qu'est-ce qui se passe et quelles dispositions on doit prendre pour que des situations comme ça ne se reproduisent plus. C'était donc Samira Sambou, notre consoeur du journal quotidien Le Sahel, qui a été victime d'agression ce matin par les éléments de la garde présidentielle. Les partenaires techniques et financiers du système d'échange d'énergie électrique ouest-africaine à la recherche des solutions aux récurrents problèmes d'énergie électrique dans la sous-région. Ils sont en concertation à Niamey depuis quelques jours et c'est l'hôtel Solix qui sort du cadre pour cette rencontre. Compte rendu avec Nafissa Adamou et Ibrahim Abdou. Comment faire face aux problèmes d'énergie électrique que connaît la sous-région ouest-africaine, notamment le Niger? C'est à cette question que les partenaires techniques et financiers du système d'échange d'énergie électrique ouest-africaine EOA vont tenter de trouver une solution. L'EOA, qui couvre 14 des 15 pays de l'espace CEDEAO, a pour but d'assurer un approvisionnement fiable en énergie électrique dans la sous-région ouest-africaine. Notre organisation a pour vision d'intégrer les opérations ainsi que l'exploitation des réseaux électriques nationaux dans un marché régional unifié d'électricité en vue d'assurer à moyen et à long terme un approvisionnement en énergie électrique régulier, fiable et à des coûts compétitifs aux populations des États membres de la CEDEAO. Pour y parvenir, je partageais avec certains d'entre vous, lorsque nous lancions cette instance, il y a 9 ans, la conviction qu'il ne saurait y avoir d'accès à une électricité fiable, stable, à des prix abordables pour nos ménages et nos entreprises, sans le développement des infrastructures et celui des compétences. La plupart des pays de notre sous-région ne peuvent mettre en pratique cette option sans appui des ressources financières externes. Aujourd'hui encore, cette conviction est toujours d'une actualité brûlante, à raison du contexte particulier de la tenue de cette rencontre. Le ministre d'État, ministre du Plan Amadou Boubacar Cissé, a saisi l'occasion pour rappeler l'importance de l'énergie électrique dans le processus du développement économique et social du Niger. Les différents programmes du Niger s'inscrivent bien dans le cadre d'une démarche régionale cohérente avec le WAP, qui a été institué dans le but de mettre en commun les ressources énergétiques des pays de la CEDEAO pour leur permettre de mieux faire face à leurs besoins de développement grâce à un marché régional unifié de l'énergie électrique. Notre pays, le Niger, figure en bonne place dans ce plan, avec entre autres les projets de construction de la centrale thermique à charbon de Salkadamna de 600 MW, la centrale hydroélectrique de Kandaji et la dorsale nord du WAP, qui constitue en la construction de plus de 800 km de lignes de 330 kV pour interconnecter le Nigeria, le Bénin, le Niger et le Burkina Faso. La présente réunion épilogue logique des travaux des experts permettra de présenter une vision commune des défis énergétiques à travers des échanges et discussions fructueuses qui auront lieu au cours de ces assises. Le service d'aide médicale d'urgence SAMU cherche à améliorer la qualité de ses prestations de secourisme au niveau de la ville de Niamey. Et ce matin, le SAMU a organisé une simulation avec pour scénario une vingtaine de scolaires évanouis. C'était au complexe scolaire Cheikh Anta Diop de la rive droite. Nos reporters Michel Djedi et Aboubakar Souley ont suivi ce scénario et voici ce qu'ils nous rapportent. SAMU, bonjour.
C'est dans le souci de tester sa capacité à prendre en charge un grand nombre de personnes en situation d'urgence que cette simulation a été organisée en synergie avec les autres ambulances opérant dans la ville de Niamey. L'exercice a consisté en fait à simuler une intoxication de groupe. Juste après le début de classe, 20 élèves manifestent des symptômes qui ressemblent un peu à de l'intoxication alimentaire, sachant que ce genre de symptômes ne doivent pas être banalisés parce que ça peut amener même au décès. Donc notre première équipe est arrivée sur les lieux, a constaté la situation et a appelé à l'aide une deuxième équipe. Et c'est en ce moment que nous, on fait appel à l'ensemble de nos collègues parce que la situation est grave. On rappelle du personnel, y compris ceux qui sont de repos. Ils viennent aider les équipes et on fait automatiquement appel aussi aux moyens des sapeurs-pompiers, surtout qui sont eux nos principaux partenaires dans cette prise en charge et qui est au passage à saluer. Et vous avez vu qu'ils ont réagi assez rapidement pour nous venir en soutien et c'est ce à quoi on veut vraiment arriver à terme, c'est-à-dire une espèce de collaboration quasiment instantanée entre surtout nos deux structures, à plus d'autres services. Parce que vous avez remarqué qu'il y avait aussi la Croix-Rouge, il y a aussi d'autres collègues à qui on a fait appel qui sont des médecins et des soignants d'autres corps de l'armée, comme la garde nationale était là, la gendarmerie aussi, la police nationale était là, plus les services de santé des armées. Au cours de cette simulation, le SAMU et ses partenaires ont pu détecter certaines faiblesses en ce qui concerne leur délai d'intervention aux heures d'embouteillage et face à l'indifférence de certains usagers de la route qui ne leur facilitent pas la tâche en leur cédant le passage, ainsi que d'autres difficultés liées à leur organisation interne. On a quelques difficultés actuellement à coordonner notre travail avec les autres services. Donc, c'est entre autres un des objectifs de cet exercice, nous permettre de nous rapprocher plus des autres services qui interviennent dans les secours d'urgence. Ce n'est pas une structure rattachée particulièrement à une institution ou autre, c'est pour tout le monde. Et j'appelle, c'est déjà le cas, mais j'appelle encore une fois les autres responsables des autres structures qui font le même travail que nous, vraiment à plus de compréhension et puis à plus de collaboration pour qu'on arrive à l'objectif commun qui est l'amélioration de l'état de santé de nos populations. Notons que, comme pour illustrer l'omniprésence des accidents de la route dans la ville de Niamey, des accidentés ont été secourus au cours de cette simulation. Parlons éducation à présent. Le secteur de l'éducation est paralysé depuis ce matin à Niamey et dans les autres régions du pays. Une grève de 2 jours est en cours dans ce secteur à l'appel du syndicat national des agents contractuels et fonctionnaires de l'éducation de base. Le SINASEB exige entre autres la prise en compte de ces différents points de revendication. Le constat de nos reporters Nafissa Zakou et Soumaïla Abdoulaye. Tout est calme, les classes sont fermées dans plusieurs établissements scolaires en ce premier jour de la grève de 48 heures qu'observe le syndicat national des agents contractuels et fonctionnaires de l'éducation de base SINASEB. Un arrêt de travail pour amener le gouvernement de prendre en compte leurs revendications. L'arrêt de travail que nous observons fait suite déjà à la grève que nous avons observée la semaine passée. C'est les mêmes revendications qui tournent autour du paiement à terme échu des pécules. Aujourd'hui, 21, jusqu'à la date d'aujourd'hui, vous avez certains de nos camarades qui n'ont pas encore perçu les pécules du mois d'avril. Vous avez la question du recrutement où nous avons les matricules qui attendent depuis décembre qui n'ont pas été publiés. Vous avez le recrutement 2014 qui, depuis la publication de la présélection, même la commission n'a pas été appelée pour siéger. Vous avez la question des rappels salaires, vous avez la question des spécialités
spécial AIB, vous avez la question de la mise en formation de nos camarades, en tout cas qui sont sur le terrain et qui n'ont pas de formation. Voilà un peu les motifs pour lesquels nous avons reconduit ce mouvement, un mouvement qui d'ailleurs effectivement a débuté avec une prière collective que nous avons organisée ici à Niamey, dans les locaux de la CNT, et nous avons imploré la bénédiction de Dieu parce qu'il a la solution à tous les maux. Aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir que le monde, en tout cas scolaire, traverse des situations extrêmement difficiles, et principalement le monde enseignant. Aujourd'hui, avec tout ce que je viens d'énumérer comme préoccupation, cela nécessite quand même en tout cas la bénédiction de Dieu, parce que nous avons des autorités qui aujourd'hui font la sourde oreille, et nous estimons quand même que Dieu, puisqu'il a la solution à tout, va contraindre les dirigeants que nous avons à trouver des solutions urgentes. Le secrétaire général du SINASEP s'est dit convaincu que cette grève sera suivie à l'échelle nationale. Nous ne doutons pas quand même de son suivi, parce que comme nous l'avons fait et nous l'avons dit la dernière fois, le dernier mouvement, vous avez vu la manière dont les camarades l'ont suivi. Et si nous avons reconduit ce mouvement, c'est effectivement à la demande des camarades que nous avons reconduit. Ça veut dire que les camarades sont unanimes que ce mouvement sera effectivement suivi. Donc par rapport à cette question, nous n'avons pas d'inquiétude. Nous savons pertinemment que la force est du côté du SINASEP, et Inch'Allah, nous vaincrons par rapport à ces doléances-là. Le SINASEP, qui n'est pas à son premier mot d'ordre de grève, n'entend pas s'arrêter si les autorités en charge de l'éducation ne trouvent pas des solutions aux différents points de revendication du SINASEP. Voilà, c'était là donc les enseignants contractuels de l'enseignement de base qui sont en grève de 2 jours. Leurs collègues contractuels aussi de l'enseignement secondaire ne sont pas du tout contents de leurs conditions de vie et de travail. De ce fait, ils exigent des autorités en charge de l'éducation de créer des conditions visant à améliorer ces conditions de vie et de travail. Ce matin, ils ont rendu publique une déclaration. Nasser Dantoufou. Dans leur déclaration, ils ont d'abord condamné les dernières attaques de la secte islamique Boko Haram sur les îles de Karamga dans la région de Difa. Fustigé ensuite le comportement de la classe politique dans son ensemble qui met en péril la démocratie, avant de prendre en témoin l'opinion nationale de la situation actuelle des enseignants contractuels du secondaire en attente de recrutement à la fonction publique. Le BEN SINASES informe l'opinion nationale de l'attitude dilatoire et du comportement mensonger des agents du ministère de la fonction publique quant à la publication de la liste définitive du recrutement sans concours des anciens contractuels à la fonction publique au titre de l'année 2014, pourtant promis il y a quelques mois par certains notables les plus zélés du ministère. Aujourd'hui, nous apprenons avec surprise et malgré tous les retards accusés que c'est la deuxième liste additive qui est en cours de publication à lieu et place de la sélection définitive au titre de l'année 2014. Le BEN SINASES condamne une telle pratique mafieuse et irrégulière. Le BEN SINASES exige également le paiement à terme échu des pécules des enseignants contractuels au même titre que les agents et les autres agents de l'État et interpelle la ministre de l'enseignement secondaire de prendre toutes les mesures qu'il faut pour alimenter la rubrique prévue pour le paiement des pécules des contractuels qui se trouvent être actuellement au bouton rouge. 2. La publication sans délai de la liste définitive du recrutement sans concours des agents contractuels à la fonction publique au titre de l'année 2014 d'ici la fin de la semaine prochaine. 3. L'ouverture du recrutement des anciens contractuels à la fonction publique au titre de l'année 2015 et l'augmentation du quota du recrutement, de la révision et le respect strict des critères du recrutement par le ministère de la fonction publique. Le SINASES appelle à la mobilisation générale de ses militants pour la tenue d'un sitting ce vendredi au ministère de la fonction publique et projette pour les semaines à venir de boycotter toutes les activités académiques. Point final de ce journal. Merci à vous qui l'avez suivi et resté en compagnie du programme de la télévision Labari. Au revoir et excellente nuit à toutes et à tous.